dans le Londres voilé de brume, où les pas résonnent sur les pavés humides, et où les lueurs vacillantes des chandelles semblent cacher plus qu'elles n'éclairent, une énigme se prépare à se dévoiler. Mais avant de franchir ce seuil, laissez-moi vous poser une question. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » ? Dites-le moi en commentaire. Alors laissez le silence s'installer autour de vous. Car dans l'ombre, une vérité inattendue s'apprête à lever son voile. Ce fut par une soirée de novembre, froide et humide, que je poussai une fois encore la porte familière de Baker Street. Une impression singulière me saisit aussitôt. Le salon, habituellement animé par les remarques incisives de mon ami ou par le crépitement du feu, baignait dans une pénombre solennelle. Holmes était là, assis dans son fauteuil, immobile, le regard fixé sur un point précis de la pièce, comme s'il s'agissait d'un spectacle digne d'une attention absolue. Je fus frappé par l'absence de son habituel désordre organisé. Ni journaux épars, ni correspondances ouvertes, ni instruments de chimie envahissant la table. Le silence régnait, seulement troublé par un faible crépitement de cire. Je m'arrêtai, intrigué, incapable d'apercevoir immédiatement l'objet de cette étrange méditation. « Holmes, dis-je enfin, quelle atmosphère lugubre avez-vous créée ici ?» Mon ami ne détourna pas les yeux de ce qu'il contemplait. Je remarquai alors, au centre de la table, 4 flammes tremblotantes qui diffusaient une lueur inquiétante sur les murs. « Approchez, Watson, » répondit-il d'une voix basse. « Vous arrivez à un moment propice. Ce que vous voyez n'a rien d'ordinaire. » Je sentis, sans comprendre encore, que je me trouvais au seuil d'un mystère dont la résolution exigerait toute la pénétration intellectuelle de mon compagnon. En m'approchant, je découvris la singulière scène qui captivait l'attention de Holmes. Sur la table, 4 chandelles de cire blanche, toutes d'une taille identique, se consumaient consciente les a disposées. Il se leva alors, fit lentement le tour de la table, et, se penchant, recueillit entre ses doigts une goutte de cire figée. « L'art de l'observation, mon cher, » murmura-t-il, « ne consiste pas à voir ce que tout le monde remarque, mais à déchiffrer ce que nul n'interprète. » Je demeurai muet. Une impression de cérémonie funèbre m'envahit. Ces flammes, vacillantes et obstinées, semblaient annoncer un drame. Holmes, quant à lui, demeurait impassible, comme s'il lisait déjà, dans ces 4 flammes fragiles, le prélude d'une affaire sinistre. Je ne pus contenir plus longtemps ma curiosité. Mais enfin, Holmes, qui a apporté ces chandelles ici? Un éclat ironique passa dans ses yeux. Voilà, Watson, la question cruciale. Un homme, dont je ne connais pas encore le nom, s'est présenté ce matin. Il n'a laissé ni lettre ni explication. Il a simplement déposé ce fardeau silencieux et s'est éclipsé avec la rapidité d'une ombre. Madame Hudson, trop surprise pour l'arrêter, n'a pu que constater son départ. Était-ce un client? Peut-être. Ou un messager. Mais un messager de quoi? De la vérité ou de la mort? Je ressentis un frisson le long de mon échine. La scène prenait une gravité qui dépassait de loin l'excentricité habituelle de mon ami. Holmes reprit, songeur. Cet inconnu a pris soin de ne pas décliner son identité. Sa démarche, sa façon de quitter la rue en hâte, tout indique une mission accomplie à contre-cœur. Il savait ce qu'il faisait, mais redoutait d'en être reconnu responsable. Il se rassit, croisa les mains et fixa les flammes. Je vous le dis, Watson, ces chandelles portent un message. Mais lequel? Nous allons bientôt le découvrir. Je demeurai silencieux, conscient qu'un nouvel orage se préparait au-dessus de Baker Street. Holmes, dans son habituelle concentration glaciale, se leva enfin de son fauteuil et s'approcha de la table. Ses yeux scrutaient chaque chandelle avec la précision d'un joaillier examinant une... Il me montra la coulée de cire qui s'était figée sur le côté, formant une gouttelette cristallisée. Le geste fut prémédité. 4 chandelles identiques, mais consumées différemment. Voilà un langage. Un message codé, si vous préférez, mais un message adressé à qui sait observer. Je tentai de suivre son raisonnement, sans parvenir à franchir le voile de son énigmatique logique.
Un langage, Holmes demandai-je. Exactement. Les criminels, Watson, sont comme les poètes. Ils ne résistent pas à l'envie de donner à leurs actes une mise en scène. Ces flammes constituent une signature, une menace ou une annonce. Il se redressa, et ses yeux brillèrent d'une lueur aiguë. Remarquez encore ceci. Elles furent toutes déposées à la même heure, mais l'allumage fut volontairement échelonné. Le temps, mon cher, est ici le cœur de l'énigme. Je demeurai troublé, car je sentais que cette scène, apparemment insignifiante, portait déjà l'ombre d'un crime. Un malaise insidieux s'insinua en moi, à mesure que j'écoutais l'exposé glacé de mon ami. Ces flammes, qui vacillaient doucement dans la pénombre du salon, m'évoquaient moins un code savant qu'une sinistre veillée funèbre. Je ne pus m'empêcher de songer aux récits de superstitions paysannes, aux chandelles que l'on plaçait jadis sur les tombes pour guider l'âme des défunts. Cette association, aussi irrationnelle fut-elle, s'imposa à mon esprit. Holmes, me voyant silencieux et songeur, m'adressa un sourire presque compatissant. « Vous êtes impressionnable, Watson, » dit-il, « mais votre instinct souvent précède vos conclusions. Si vous ressentez la mort planer autour de ces flammes, ce n'est peut-être pas un hasard. » Je tressaillis. Sa voix, grave et lente, accentua encore mon trouble. J'avais le sentiment de respirer un air plus lourd qu'à l'ordinaire, comme si chaque lueur de ces chandelles rapprochait un peu plus l'inévitable catastrophe. Holmes demeura un instant pensif, les mains jointes derrière le dos. Puis, d'une voix basse, il prononça ces mots dans son ombre. Un silence pesant suivit cette déclaration, et je sentis, au fond de moi, que mon ami venait d'ouvrir la première page d'une tragédie encore voilée. La sonnette de Baker Street retentit avec une insistance fébrile ce matin-là, rompant le silence qui régnait encore dans le salon. Madame Hudson introduisit un homme d'une cinquantaine d'années, grand, aux traits tirés, vêtu avec distinction mais dont la mise trahissait une certaine précipitation. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ôta ses gants. « Sir Alastair Mortimer », annonça-t-il d'une voix altérée. « Messieurs, je viens chercher secours auprès de Monsieur Sherlock Holmes. » Je notai aussitôt la pâleur de ses joues et l'éclat inquiet de ses yeux, qui semblaient surveiller quelque menace invisible. Holmes, sans se lever, l'invita d'un geste à prendre place. « Je vois, » dit-il calmement, « que vous n'êtes pas ici pour un simple malaise domestique. Exposez donc vos motifs, Sir Alastair, et ne craignez pas d'entrer dans le détail. » L'homme inspira profondément, comme pour rassembler son courage. Je compris aussitôt que nous étions appelés à pénétrer dans une affaire où la peur elle-même constituait déjà un indice. Après un moment d'hésitation, Mortimer reprit la parole. « Hier soir, dit-il, alors que je m'étais absenté de mon bureau, un inconnu s'y est introduit. Je ne puis dire comment il y entra, car la porte était restée verrouillée. À mon retour, je découvris, sur mon propre bureau, 4 chandelles blanches soigneusement alignées. Elles étaient allumées et brûlaient dans un silence qui glaça mon sang. Il passa un mouchoir sur son front moite et ajouta « Aucun mot, aucune explication, aucun billet. Seulement ces chandelles, consumées en partie, comme une sorte d'annonce ou de défi. » Holmes l'interrompit d'un sourire ironique. « Et vous n'avez songé qu'à les souffler ?» J'avoue que je n'en eus pas la force. J'appelai un domestique qui, lui, s'exécuta non sans réticence. L'odeur persistante de cire me suivit toute la nuit. Je sentis un frisson m'envahir à ce récit. Ce matin, j'ai appris qu'un de mes cousins, logeant sous mon toit, avait été trouvé mort dans son lit. La nouvelle m'a frappé d'effroi. Le médecin de famille a parlé d'une défaillance cardiaque, mais comment ne pas voir un lien avec ces chandelles? Son regard implorant se posa sur Holmes. « Voyez-vous, monsieur, je suis convaincu qu'il s'agit d'un avertissement et que d'autres drames sont à craindre. » Je vis la main de Holmes se raidir légèrement sur l'accoudoir de son fauteuil. Il ne répondit pas aussitôt, mais je devinais qu'il avait déjà formé une hypothèse qu'il n'était pas disposé à livrer encore. Holmes se pencha légèrement en avant, son regard perçant fixé sur le visiteur. « À quelle heure ces chandelles furent-elles découvertes dans votre bureau ?» demanda-t-il. « Vers 8 heures du soir. » « Et quand votre cousin fut-il vu pour la dernière fois en vie ?»« Peu après le dîner, aux alentours de 9 heures. » Holmes esquissa un sourire bref. Ainsi donc,
La mort serait survenue après cet étrange incident. Et vous n'avez remarqué personne rôdant autour de vos appartements. Mortimer hésita, puis balbutia qu'un domestique avait cru entendre des pas dans le couloir, mais sans pouvoir distinguer qui les avait faits. « Je vous en prie, » reprit Holmes sèchement, « épargnez-nous les généralités. Tout détail, même insignifiant, peut être capital. » Sous ce feu de questions, le visage de Mortimer se décomposa davantage. Je reconnus le ton tranchant qui, maintes fois, avait conduit des suspects ou des témoins à se trahir. Je pressentis qu'Holmes, déjà, avait perçu une fissure dans le récit du baronnet. Je contemplais cette scène avec un malaise croissant. Sir Alastair, homme d'une stature imposante, se voyait réduit à un être tremblant sous la lucidité glacée de Holmes. Ce contraste me frappa. D'un côté, l'inquiétude presque enfantine d'un noble redoutant une menace invisible. De l'autre, la logique impitoyable de mon ami, qui ne se laissait impressionner ni par les titres ni par les frayeurs. Je craignais que la rudesse de ces questions ne ferme la bouche du malheureux, mais Holmes savait doser son ton, dont la base s'annonçait déjà solide et implacable. La voiture qui nous conduisait ralentit enfin devant la demeure des Mortimer, vaste bâtisse victorienne dont la façade sévère semblait refléter les drames récents. La pierre grise, austère et sans ornement, se dressait avec une rigidité presque menaçante contre le ciel bas de l'après-midi. Les hautes fenêtres, voilées de rideaux lourds, ressemblaient à des yeux clos refusant de livrer leurs secrets. Je ressentis aussitôt une impression de malaise, comme si chaque brique de cette maison avait été imprégnée de silence et de rancune. Holmes, à mes côtés, la contempla longuement, puis déclara d'un ton détaché. « Voici une demeure où la peur a trouvé résidence, Watson. Il sera curieux d'y observer si la raison peut encore s'y frayer un chemin. » Lorsque nous franchîmes le portail, je notai le jardin laissé à l'abandon, les allées envahies de feuilles mortes et les statues ternies par le temps. Tout respirait la négligence et la désolation, comme si la maison elle-même s'était retirée du monde. Je ne pus m'empêcher de songer que nous n'y trouverions pas seulement une famille endeuillée, mais une atmosphère prête à étouffer toute vérité. À peine eûmes-nous franchi le seuil que le poids du lieu se fit plus sensible encore. Le vestibule s'ouvrait sur un espace vaste mais sombre, où la lumière du jour semblait s'éteindre aussitôt qu'elle franchissait les vitraux ternis. Le silence, oppressant, n'était troublé que par l'écho de nos pas résonnant sur le marbre froid. Je remarquai les portraits sévères des ancêtres alignés sur les murs, leurs regards immobiles semblant surveiller notre intrusion. Chaque détail, depuis les tapis usés jusqu'aux lourdes tentures, contribuait à créer une atmosphère d'attente étouffante. Des pas précipités s'approchèrent bientôt. 2 domestiques surgirent, visiblement nerveux, et nous conduisirent avec empressement vers l'intérieur. Je perçus dans leur manière une crainte sourde, comme si l'apparition soudaine d'étrangers dans cette maison chargée de secrets pouvait accroître le péril déjà présent. Holmes, observant tout avec nous, fûmes introduits dans une antichambre où se tenaient quelques serviteurs, attroupés comme des enfants pris en faute. Leur visage trahissait un mélange de fatigue et de peur, et leurs regards fuyants semblaient implorer qu'on les épargne de toute question. Je m'efforçais de les rassurer par quelques paroles aimables, mais je constatais que chacun redoutait de trop en dire. Une vieille femme croisa mes yeux, puis détourna les siens avec une vivacité presque coupable. Holmes, impassible, observa leurs gestes avec l'attention d'un juge examinant des témoins silencieux. Enfin, il me glissa à voix basse. « La peur est l'allié du mensonge, Watson, mais elle est aussi le fil qui, bien tiré, finit par dévoiler l'écheveau tout entier. » Je sentis en cet instant que les véritables réponses ne se trouvaient pas uniquement dans les pièces closes de la demeure, mais dans ses regards fuyants, ses lèvres scellées. Toute la maison respirait la tension d'un secret encore inavoué. Ce fut Mortimer lui-même qui, au cours de notre visite, laissa échapper une allusion singulière. Tandis que nous franchissions un couloir aux boiseries sombres, il s'arrêta devant une porte close et hésita un instant avant de prononcer « Cette pièce, on ne l'ouvre presque jamais. Elle appartenait à un ancêtre qui mourut dans des circonstances tragiques. Depuis, la famille la tient pour maudite. » Il détourna aussitôt le regard, comme honteux d'avoir ravivé ce souvenir. Holmes, au contraire, se rapprocha et examina la serrure poussiéreuse. « Une superstition, n'est-ce pas ?» dit-il froidement.
Pourtant, les superstitions sont souvent le voile commode des secrets. Mortimer pâlit mais n'ajouta rien. Je ressentis un frisson en songeant à cette chambre close, théâtre possible de drames oubliés. La maison, déjà lourde de silence, semblait porter une cicatrice invisible dans ses murs. Holmes posa la main sur mon bras comme pour contenir ma curiosité. « Patience, Watson, » murmura-t-il. « Cette pièce muette nous parlera peut-être plus tard. » Ces mots, plus qu'un avertissement, résonnaient comme une promesse, tout comme celle des hommes, finit toujours par trahir les rancunes cachées. Ces paroles accentuèrent mon malaise. Chaque détail du salon semblait en effet chargé d'une hostilité muette, comme si les vivants n'étaient que les héritiers forcés d'une querelle jamais apaisée. Ce fut dans la bibliothèque que se produisit l'incident le plus troublant de notre visite. Holmes, qui s'attardait devant les rayonnages, se pencha soudain et écarta quelques volumes poussiéreux. Derrière eux, dissimulée dans l'ombre, se trouvait une chandelle blanche, à demi consumée. Je poussai une exclamation étouffée. « Encore !» m'échappai-je. Holmes prit la chandelle entre ses doigts et en examina minutieusement la cire durcie. « Voyez, Watson, dit-il, cette flamme a brûlé récemment. Elle n'a pas été oubliée par hasard, mais placée avec soin dans cet endroit précis. » Mortimer, livide, s'approcha d'un pas incertain. « Par tous les saints, qui aurait osé ?» Holmes esquissa un sourire glacé. « Voilà précisément ce que nous allons découvrir. Cette chandelle est la 5e, et je ne doute pas qu'elle corresponde à une intention bien déterminée. » Il replaça doucement l'objet, comme pour ne pas rompre le fil invisible qui liait ces flammes mystérieuses. Je sentis que nous venions d'approcher du cœur de l'énigme, et qu'une volonté implacable, cachée dans la maison, poursuivait son œuvre en silence. Holmes, tenant la chandelle entre ses mains, demeura pensif un long moment. Puis, d'une voix sombre et mesurée, il déclara « Cette 5e flamme n'est pas un hasard, Watson. Elle confirme qu'un dessein funeste est en marche. 4 chandelles annonçaient déjà un malheur. La 5e scelle la certitude d'une série de morts préméditées. » Mortimer se prit la tête entre les mains. « Vous voulez dire que d'autres encore ?» Holmes ne répondit pas, mais ses yeux étincelants suffisaient à nous glacer. Je compris à ce silence que l'affaire ne faisait que commencer, et que chaque nouvelle chandelle deviendrait le sinistre témoin d'un drame inévitable. Ce fut dans l'après-midi, il nous salua brièvement, s'inclina devant Sir Alastair, puis entreprit d'examiner la chambre du défunt avec une rapidité qui confinait à la désinvolture. « Messieurs, dit-il en se frottant les mains, je crains que vous n'ayez convoqué Scotland Yard pour une simple défaillance de la nature. » Je jetai un coup d'œil à Holmes, qui demeurait muet, les lèvres pincées dans un sourire que je connaissais trop bien. Ce sourire annonçait invariablement que l'inspecteur s'avançait droit dans l'erreur, et que la vérité, plus subtile, attendait encore d'être dévoilée. Lestrade prit la parole avec l'aplomb d'un professeur certain de son auditoire. « L'homme, déclara-t-il, a succombé à une crise cardiaque. Son âge avancé, ses antécédents médicaux, la faiblesse apparente de sa constitution, tout concorde. Ajoutez à cela l'absence de violence visible, et vous comprendrez que la mort fut naturelle. » Sir Alastair hocha la tête avec résignation, semblant presque soulagé par cette explication simpliste. Mais Holmes, adossé au dossier d'un fauteuil, paraissait savourer chaque mot avec une ironie contenue. « Vous voyez, » ajouta Lestrade, « parfois la solution la plus simple est la meilleure. » Je crus entendre un léger ricanement étouffé dans la gorge de mon compagnon. Son silence prolongé ne trahissait pas l'adhésion mais l'attente, comme un prédateur qui laisse sa proie avancer d'elle-même vers le piège. Enfin, Holmes rompit le silence, et sa voix vibra d'un sarcasme à peine voilé. « Une crise cardiaque, dites-vous. Intéressant. Permettez-moi cependant de relever quelques détails que, dans votre empressement louable, vous semblez avoir négligés. » Il désigna du doigt le bord de l'oreiller, où une auréole jaunâtre contrastait avec la blancheur du linge. Puis il montra la teinte inhabituelle des lèvres du défunt. « Voyez-vous, Lestrade, le cœur est souvent accusé à tort. Ici, il ne s'agit pas de la faiblesse d'un organe, mais de la perfidie d'une main humaine. » Lestrade fronça les sourcils. « Vous insinuez qu'il s'agit d'un meurtre ?» Holmes eut un sourire narquois. Muscles du visage. Autant de signes ignorés par un œil pressé. Lestrade demeura interdit.
le visage figé entre scepticisme et irritation. Sir Alastair, lui, se laissa tomber dans un fauteuil, frappé de stupeur. Holmes poursuivit, implacable. Quelqu'un a introduit dans cette chambre un poison qui se dissipe vite, laissant croire à une défaillance naturelle. C'est une méthode raffinée, presque théâtrale, et qui demande une préparation minutieuse. Il se redressa, et son regard perçant passa successivement sur chacun des visages présents. Je vous le dis, ce n'est pas la nature, mais la main de l'homme qui a tranché ce destin. Je sentis un frisson parcourir mon échine. L'ombre du crime venait de s'imposer dans la pièce. Lestrade, dont le visage empourpré trahissait l'humiliation, serra les poings. « Fort bien, Holmes, » grogna-t-il. « Si vous tenez à croire à vos théories extravagantes, libre à vous. Mais je mènerai mon enquête à ma manière, et nous verrons bien laquelle de nos conclusions prévaudra. » Il tourna les talons avec une raideur comique et quitta presque brusquement la chambre. Holmes, indifférent à cette colère, laissa échapper un léger rire. « Ah, Watson, » murmura-t-il, « que serions-nous sans Lestrade? Il nous rappelle que la suffisance est souvent la meilleure alliée de la vérité. » Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, Holmes s'approcha de moi et baissa la voix. « Ne vous y trompez pas, Watson. Ce crime n'est pas isolé. Ces chandelles annoncent une série, et ce décès n'est que le premier d'un enchaînement soigneusement planifié. » Je le regardai avec inquiétude. « Vous pensez donc que d'autres mourront ?» Il acquiesça, son visage soudain assombri. « Oui, et chaque chandelle consumée sera le funeste témoin d'une nouvelle perte. Notre tâche est désormais de devancer la main criminelle avant qu'elle ne frappe de nouveau. » Ces mots résonnèrent en moi comme une sentence. Je compris que nous nous engagions dans une lutte contre un adversaire invisible, patient et calculateur. Et dans ce silence, « Faites venir Madame Hargreaves, » dit-il d'un ton qui ne souffrait pas de discussion. Mortimer hésita, puis acquiesça. Quelques instants plus tard, la vieille femme entra, les mains croisées devant son tablier. Ses yeux, pourtant baissés, trahissaient une inquiétude palpable. « Asseyez-vous, madame, » lui dit Holmes avec une douceur trompeuse. « Vous n'avez rien à craindre ici, si ce n'est le poids de vos propres réticences. » Je remarquai que cette simple phrase fit sursauter la malheureuse. Elle comprit, comme je le compris moi-même, que Holmes voyait déjà au-delà de son silence. Dès les premières questions de Holmes, la gouvernante se montra évasive. Ses réponses étaient trop brèves, ses mains tremblaient, et sa voix se brisait par instants. Elle affirma d'abord n'avoir rien remarqué d'inhabituel la nuit du drame, mais son regard fuyant la contredisait. Holmes, patient, l'encourageait à poursuivre, mais chaque encouragement semblait accroître son trouble. Elle leva enfin les yeux vers nous et déclara d'une voix basse : « Il est des choses que je ne devrais pas dire, monsieur. » « Et pourquoi donc ? » demanda Holmes, les sourcils légèrement arqués. « La vérité n'est jamais nuisible, sauf à ceux qui la craignent. » Je sentis que cette phrase avait ébranlé la vieille femme. Sa bouche s'ouvrit, mais elle hésita encore, comme si ses lèvres refusaient d'articuler ce qu'elle savait. J'avais devant moi l'image d'une conscience torturée entre le devoir et la peur. Enfin, comme si la digue de ses réticences cédait sous la pression, elle finit par avouer. « J'ai vu une silhouette, monsieur. » Holmes se pencha aussitôt. « Une silhouette ? Où et à quel moment ?» « Dans le couloir, près de la chambre de Maître Henry, la nuit même où il est mort. C'était tard, presque minuit. La maison dormait, je l'écoutais, frappé de stupeur. Elle poursuivit d'une voix tremblante. Cette personne portait quelque chose dans la main, une chandelle allumée. Elle s'est arrêtée devant la porte, a déposé la chandelle à terre, puis je ne puis le dire, monsieur. Vous me le demandez, mais ma conscience me l'interdit. » « Votre conscience, » reprit Holmes en fronçant les sourcils, « devrait se soucier de justice avant de craindre l'opprobre. » Elle secoua la tête, le visage défait. Ses lèvres tremblaient, ses yeux rougis par l'angoisse semblaient supplier que l'on mette fin à l'interrogatoire. Mais Holmes demeurait inflexible, son silence valant 1000 arguments. Enfin, elle murmura. « Si je parlais, je détruirais un être cher. Et cela, je ne le supporterais pas. »
Je sentis le poids terrible de cette déclaration. Nous touchions au cœur d'un secret qu'elle préférait mourir plutôt que de révéler. Holmes croisa les bras, son expression demeurant imperturbable. Pour moi, il était clair qu'il comprenait déjà plus qu'elle n'en disait. Holmes rompit le silence, d'une voix lente et mesurée, comme s'il exposait une vérité mathématique. « Vous n'êtes pas tenu par la peur d'un maître, mais par l'affection, dit-il. C'est une loyauté familiale qui vous enchaîne. » La gouvernante sursauta et baissa les yeux. « Vous protégez quelqu'un de la maison Mortimer. Probablement un jeune, car les anciens se seraient montrés trop imprudents. » Je fus saisi d'admiration devant la justesse de cette déduction. Holmes continuait, implacable. « Votre trouble ne vient pas du crime lui-même, mais de l'idée qu'il fut commis par un sang que vous avez vu grandir. » La femme porta une main tremblante à sa bouche, comme pour retenir un cri. « N'insistez pas, monsieur, » supplia-t-elle. Holmes inclina légèrement la tête, ses yeux brillants d'une ironie glacée. « Je n'ai pas besoin de vos aveux pour savoir, mais vous gagnerez en paix si vous me confirmez ce que je sais déjà. » Elle détourna le regard, écrasée par l'évidence. Je sentis que le voile de son silence ne pouvait plus tenir longtemps. Sous la pression constante mais dénuée de cruauté de Holmes, la vieille servante finit par céder. Sa voix, à peine plus qu'un souffle, s'échappa de ses lèvres pâles. « Oui, vous avez raison. C'est... » Holmes posa une main légère sur le dossier de sa chaise. « Vous avez fait votre devoir, madame. Le mien est maintenant de tirer toute la lumière de cette obscurité. » Je demeurai silencieux, troublé par cette confession arrachée au prix d'une douleur visible. En quittant la pièce, je demeurai profondément songeur. Je voyais encore la silhouette voûtée de cette femme, écartelée entre deux fidélités irréconciliables, celle de la vérité et celle du cœur. Je me surpris à me demander ce que j'aurais fait, moi, placé devant un tel dilemme. Aurais-je parlé, au risque de trahir un être aimé, ou bien me serais-je condamné au silence, au prix de la justice? Holmes, de son côté, marchait d'un pas décidé, comme si ce conflit moral ne l'avait pas effleuré. Mais moi, simple mortel, je sentais peser sur mon esprit le poids d'une loyauté brisée. Et cette pensée ajoutait une ombre de plus au mystère des chandelles. Holmes, d'un ton posé, me rappela qu'aucune apparence n'était à l'abri de son examen. « Mon cher Watson, dit-il, c'est précisément dans les demeures les plus honorables que se tapissent parfois les desseins les plus sordides. » Il dressa la liste des habitants, les désignant comme autant de pièces sur un échiquier où la partie s'engageait. Le deuil qui pesait sur la maison n'effaçait pas les tensions invisibles qui la traversaient. Dette, rivalité, jalousie. « Nous allons donc, ajouta-t-il, interroger chacun comme si tous étaient également coupables. La vérité ne jaillit que lorsqu'on force l'innocent et le coupable à se mesurer au même feu. » Je sentis, à ces mots, que nous étions au seuil d'une épreuve où le drame de famille se mêlerait au calcul criminel. Notre première entrevue eut lieu avec le neveu, un jeune homme au regard brillant mais fuyant, vêtu avec une élégance affectée. La rumeur parlait de dettes accumulées dans les cercles de jeu de Londres. Holmes l'interrogea d'une voix neutre. « Aviez-vous, monsieur, quelque intérêt à voir votre oncle disparaître plus tôt que la nature ne l'aurait permis ?» Parfaitement ses émotions. Et c'est précisément ce calme étudié qui éveillait les soupçons de mon ami. « Ambition et avidité, Watson, » souffla Holmes lorsque nous la quittâmes. « Voilà des poisons plus durables que le cyanure. » Le majordome, homme d'un âge avancé, paraissait taillé dans l'ombre même des couloirs. Sa voix basse, son maintien irréprochable, donnaient de lui l'image d'un serviteur exemplaire. Holmes l'interrogea longuement, cherchant la faille dans ce masque d'effacement. « Vous étiez de service cette nuit-là ?»« Oui, monsieur. Je veillais à la fermeture des portes. »« Et vous n'avez rien remarqué ?»« Rien, monsieur. » Le majordome s'inclinait, répondait sans hésitation, et pourtant Holmes ne paraissait pas satisfait. « Trop parfait, Watson, » murmura-t-il ensuite. « L'excès de discrétion est parfois l'ombre d'un rôle savamment étudié. Mais en l'état, rien de concluant. Ainsi, même dans l'absence d'indices, Holmes trouvait matière à douter. Alors que nous passions en revue les témoignages, Holmes revint sans cesse aux chandelles. « Remarquez, Watson, dit-il,
Le neveu en a fait mention par maladresse. La nièce les a ignorés trop ostensiblement, et le majordome prétend ne jamais les avoir vus. Chacun, à sa manière, est lié à ces flammes. Je demeurais perplexe. À mes yeux, ces chandelles ne semblaient qu'un symbole morbide. Mais Holmes, lui, y voyait la clé. Un motif qui revient, mon cher, n'est jamais décoratif. C'est le fil qui, tiré, dénoue les chevaux. Je compris que, pour lui, ces chandelles étaient bien plus qu'un signe. Elles constituaient le véritable langage du crime. Ce fut par hasard que je tombai sur l'objet le plus singulier. En explorant une petite table près de la bibliothèque, je découvris un carnet relié de cuir, aux pages couvertes de signes étranges. Je l'apportai aussitôt à Holmes, qui l'ouvrit avec avidité. À l'intérieur, une phrase s'imposait, écrite d'une main ferme. 4 flammes pour l'héritage. Je sentis mon sang se glacer. Ces paroles laissèrent planer une angoisse pesante. Nous étions désormais avertis. L'ombre du crime n'en avait pas fini avec la maison Mortimer. Je n'oublierai jamais le tumulte qui secoua la maison Mortimer ce matin-là. À l'aube, un domestique haletant frappa à notre porte, les traits défaits, annonçant qu'un nouveau malheur venait de s'abattre sur la famille. Une autre mort, brutale, inexpliquée. Nous descendîmes aussitôt et trouvâmes sœur Alastair, blême, presque hagard, tenant un billet froissé dans ses mains tremblantes. « C'est mon cousin », articula-t-il avec difficulté. On l'a découvert sans vie dans sa chambre. Holmes, dont le visage demeurait impassible, posa simplement la question. « Une chandelle encore ?» L'interrogation, sèche et directe, glaça l'assemblée. Personne n'osa répondre, mais le silence qui suivit suffisait à confirmer ce que nous redoutions. Le drame qui avait commencé quelques jours plus tôt ne faisait que s'amplifier, et chaque flamme semblait marquer une nouvelle étape d'un plan méthodique. Je fus frappé, en pénétrant dans la chambre du défunt, par l'atmosphère lourde qui y régnait. Le corps gisait, figé dans une immobilité glaciale, tandis que les domestiques se pressaient à la porte, leur visage empreint de frayeur et de superstition. Les chuchotements circulaient déjà. Certains affirmaient qu'une malédiction poursuivait la lignée Mortimer. D'autres parlaient de l'esprit d'un ancêtre réclamant justice. Je m'efforçais de ramener l'ordre en dispersant les plus hardis, mais l'air restait saturé de cette croyance populaire. Holmes, quant à lui, ne se laissa pas distraire par ces rumeurs. Il s'approcha du corps, observa attentivement les traits crispés et les lèvres légèrement violacées. « Les mêmes symptômes, murmura-t-il. Le poison a frappé de nouveau. » Sa voix résonna comme un verdict. Je sentis une sueur froide me couler dans le dos. Nous n'étions plus dans l'hypothèse, mais dans la certitude d'un crime répété, implacable. À quelques pas du lit, posé sur une petite... Volontairement derrière lui ce symbole troublant, comme pour narguer ceux qui tenteraient de le démasquer. Dès la seconde mort annoncée, un malaise profond s'empara de la demeure. Les couloirs, déjà assombris par le deuil, résonnaient de chuchotements étouffés. Les membres de la famille Mortimer, jadis dignes et fiers, semblaient désormais prisonniers d'une terreur muette. On parlait de malédiction, d'ancêtres offensés, et certains serviteurs réclamaient même à quitter les lieux avant d'être frappés à leur tour. Sœur Alastair tentait vainement de rassurer chacun, mais je voyais dans ses yeux l'ombre du doute. Holmes, lui, observait froidement ces manifestations de peur collective. « Le crime, Watson, » dit-il en aparté, se nourrit autant de la superstition que du poison. Ici, l'assassin a déjà gagné la moitié de la bataille. Il règne par la peur. Et en effet, il me sembla que chaque respiration dans la maison portait la marque de cette crainte oppressante, comme si chacun attendait son propre tour. Holmes, refusant de céder à l'émotion, entreprit une exploration minutieuse de la demeure. Tandis que je suivais ses pas, je le vis s'attarder sur des détails qu'aucun autre œil n'aurait jugés dignes d'intérêt. Une marque de cire à peine visible sur le plancher. Une empreinte discrète sur un panneau de bois. L'odeur légère d'air vicié près d'un rideau. Il se penchait, se relevait, mesurait mentalement les distances, effleurait du bout des doigts une moulure ou un carreau. Chaque geste, chaque observation semblait alimenter une réflexion profonde dont il ne me livrait que des fragments. « Voyez, Watson,
murmura-t-il en désignant une trace minuscule au bas d'un meuble. Voilà le genre d'indice qui échappe à l'inspecteur Lestrade et qui pourtant peut faire vaciller toute une théorie. Je brûlais de lui demander ses conclusions, mais il demeurait silencieux, l'œil brillant, comme si le puzzle se recomposait lentement dans son esprit. Sa méthode m'impressionnait toujours. Là où régnait la confusion, lui voyait déjà les contours d'une vérité. Je demeurais interdit devant une telle révélation. Cela expliquerait donc ces apparitions furtives dont parlait la gouvernante? Holmes acquiesça avec gravité. Exactement. Le meurtrier pouvait circuler à l'abri des regards, déposer ses chandelles et frapper sans crainte d'être surpris. Je compris alors que la maison cachait non seulement ses rancunes familiales, mais aussi une architecture propice aux plus sombres machinations. Ce soir-là, alors que nous regagnions nos chambres, je fus envahi d'une inquiétude tenace. Holmes avait parlé du passage secret, mais je sentais qu'il en savait plus qu'il ne voulait bien l'avouer. Je l'observais longuement, assis dans un fauteuil, songeur, le regard fixé sur une chandelle dont la flamme vacillait. Son silence pesait plus que n'importe quel discours. « Holmes, demandai-je enfin, croyez-vous que nous soyons en mesure d'empêcher une nouvelle tragédie ?» Il me lança un regard bref, presque compatissant, et répondit « Nous le devons, Watson, mais je crains que la main criminelle n'ait déjà pris de l'avance. » Ces paroles, dites avec calme, me glacèrent. Car si Holmes lui-même doutait, que pouvions-nous espérer? L'ombre du complot planait encore, suspendue comme une menace que rien ne semblait pouvoir dissiper. Holmes, d'un geste vif, me fit signe de le suivre. Nous contournâmes la bibliothèque et d'une pression subtile sur un panneau dissimulé, il ouvrit le passage étroit dont il m'avait parlé. L'air qui s'en échappait était lourd et stagnant, comme si ce couloir n'avait pas été fréquenté depuis des décennies. Et pourtant je devinais à son regard que des pas récents l'avaient parcouru. Nous avançâmes prudemment, la paroi de pierre humide contre nos épaules, le silence troublé seulement par nos respirations. Holmes, toujours en tête, paraissait parfaitement maître de lui, tandis que je ne pouvais m'empêcher de songer aux fantômes que la maison semblait receler. « Vous voyez, Watson, dit-il à voix basse, chaque demeure ancienne conserve ses secrets. Ce couloir fut conçu pour servir des intrigues, et il sert aujourd'hui au crime. » Observé par un regard invisible, tapi dans ces ténèbres épaisses. Holmes, lui, paraissait animé d'une ardeur nouvelle, comme si cette rencontre attendue confirmât ses plus sombres soupçons. Sans attendre davantage, Holmes s'élança dans le couloir, ses pas rapides, mais étonnamment silencieux. Je le suivis de près, tâchant de contenir le bruit de mes bottes contre le sol irrégulier. Devant nous, j'entendais le froissement d'un vêtement, un souffle haletant qui s'éloignait. Nous progressions à l'aveugle, guidés seulement par ce bruit fugitif. Mais chaque détour du passage semblait rallonger l'écart entre nous et l'inconnu. « Il connaît parfaitement le chemin, » souffla Holmes. « Voilà pourquoi il n'hésite pas. » Je crus entrevoir, dans l'obscurité, le pan d'un manteau disparaissant dans un virage. Pourtant, chaque fois que nous pensions le rattraper, le silence retombait, aussi lourd que la pierre autour de nous. Holmes s'arrêta un instant, fronça les sourcils et poursuivit d'un pas plus mesuré, comme s'il préférait perdre du terrain plutôt que de céder à la précipitation. Nous débouchâmes soudain dans une petite alcôve, creusée dans le mur. Là, sur une saillie de pierre, reposait une chandelle à demi consumée. Sa mèche fumait encore, exhalant une odeur âcre qui emplissait le couloir. Holmes la saisit délicatement et la contempla avec un sérieux implacable. « À peine éteinte, observa-t-il. L'homme que nous poursuivons vient de passer par ici. » Je touchai la cire du bout du doigt. Elle était tiède. Ce signe tangible, plus que tout autre, me convainquit de la proximité immédiate du criminel. Holmes sourit légèrement. « Voilà sa marque, Watson. L'assassin ne peut s'empêcher de laisser derrière lui ce signe funeste, comme si ces chandelles étaient non seulement un rituel, mais aussi une signature. » Je frissonnais à cette idée, conscient que l'homme jouait avec nous comme avec ses victimes. Nous redoublâmes d'efforts, mais le passage déboucha bientôt sur une issue dissimulée derrière une cloison. Holmes consultirent son calme, et en se retournant vers moi me lança avec gravité. « Mais il a commis une erreur.
Il laisse toujours une trace. De retour dans le salon, nous retrouvâmes les membres de la famille, réunis dans une tension palpable. Holmes promena son regard d'un visage à l'autre, puis s'arrêta brusquement sur le neveu, celui-là même que nous avions déjà soupçonné. Sur la manche de son veston sombre brillait une tache claire, que Holmes examina d'un œil vif. Il s'approcha, tendit la main et toucha la trace du bout des doigts. « De la cire », annonça-t-il froidement, « la même que celle du passage secret. » Le jeune homme devint livide, balbutiant quelques protestations maladroites. Holmes ne répondit pas, mais son regard ironique me suffit. La partie venait de franchir une étape décisive. « Watson, » dit-il enfin, « souvenez-vous de ma maxime. Le hasard n'existe pas. Ce détail relie notre fugitif à celui qui, ici même, prétend à l'innocence. » Je compris alors que le filet se resserrait, et que la vérité, jusque-là tapie dans l'ombre, commençait à montrer son visage. Je fus témoin ce soir-là de l'une des préparations les plus méticuleuses auxquelles mon ami se soit livré. Dans le salon de Baker Street, Holmes disposa 4 chandelles, soigneusement alignées sur la table basse. Leur position exacte, la distance entre elles, la hauteur des bougies. Rien n'était laissé au hasard. « Vous voyez, Watson » dit-il en ajustant légèrement la 3e chandelle. « Le diable se cache dans le détail. Pour piéger un esprit tortueux, il faut lui offrir le miroir de ses propres obsessions. » Je le regardais avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Depuis des semaines, ces chandelles hantaient nos pas comme un funeste présage, et voilà qu'Holmes les recréait volontairement dans son sanctuaire, comme si l'ombre du crime pouvait franchir le seuil même de Baker Street. Son visage demeurait impassible, mais je savais que chaque geste trahissait une tension intérieure. Il attendait de son piège une réaction décisive, la faille qui livrerait enfin le coupable. Lorsque la dernière, derrière son calme apparent, Holmes tenait entre ses mains les fils invisibles d'un stratagème dont moi-même ne percevais encore que les contours. La cloche de la porte retentit, et successivement, les membres de la famille Mortimer furent introduits dans notre salon. Sir Alastair, grave et sombre, entra le premier, suivi de son neveu, nerveux, puis de la nièce, au maintien glacé. Enfin, le majordome discret referma la marche, son visage effacé contrastant avec l'intensité de la scène. Holmes les salua avec politesse, puis désigna la table où brûlaient les chandelles. Aucun commentaire n'accompagna ce geste, mais je remarquai l'effet immédiat. Les yeux du neveu se fixèrent avec trouble. La nièce détourna le regard trop vite, et le majordome plissa imperceptiblement les lèvres. « Messieurs, mesdames, » dit Holmes d'une voix neutre, « j'ai souhaité vous réunir ici afin de clarifier certains détails. » Il s'assit, les doigts joints sous son menton, laissant planer un silence calculé. Je sentais la tension croître dans la pièce, comme si chacun portait déjà sur lui le poids d'un secret. Les chandelles, alignées entre nous, semblaient les juger plus sévèrement que n'aurait pu le faire un magistrat. Holmes, imperturbable, attendait que le piège qu'il avait si soigneusement tendu se referme de lui-même. Le salon tout entier semblait suspendu au souffle fragile des chandelles. Aucun mot n'était prononcé, et pourtant, l'air vibrait d'une tension palpable. Chacun des membres de la famille Mortimer fixait, ou feignait d'ignorer, les flammes qui se consumaient lentement, telles des sentinelles impitoyables. Je notais la crispation des mains de Sir Alastair, les lèvres serrées de la nièce, l'agitation nerveuse du neveu qui, malgré lui, changeait de posture à chaque crépitement de cire. Même le majordome, immobile comme une statue, trahissait un léger tremblement de la paupière. Holmes, quant à lui, demeurait assis, les coudes posés sur les genoux, les yeux fixés sur le balai des flammes. Sa respiration régulière contrastait avec la nervosité. Je me surpris à frissonner, comme si la vérité elle-même se préparait à surgir des flammes vacillantes. Soudain, lorsque la 4e chandelle se mit à vaciller dangereusement, un mouvement brusque rompit l'immobilité oppressante. Le neveu, pâle et convulsif, bondit hors de son siège et se précipita vers la table. « Non !» s'écria-t-il, la voix étranglée. Dans une hâte fébrile, il étouffa la flamme entre ses doigts tremblants, comme s'il éteignait l'aveu d'un crime trop manifeste. Le silence qui suivit ce geste sembla encore plus accablant que l'exclamation elle-même. Je vis la nièce détourner la tête avec une froideur glaciale,
tandis que Sir Alastair poussait un soupir étouffé, mélange de stupeur et d'horreur. Le majordome, livide, serra les poings, mais resta muet. Holmes, quant à lui, ne bougea pas. Il laissa s'étirer quelques secondes, suffisamment pour que l'écho de ce geste irréfléchi s'imprime dans les esprits. Puis il se redressa lentement et posa sur le malheureux jeune homme un regard pénétrant. « Voilà, Watson, » dit-il avec une douceur glaciale, « la plus parfaite démonstration qu'un coupable puisse offrir de lui-même. » Le neveu recula, hagard, comme s'il venait de comprendre l'irréparable maladresse qu'il avait commise. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot n'en sortit. Je ressentis alors, au plus profond de moi, la force implacable du stratagème de Holmes. Il n'avait eu besoin d'aucune preuve matérielle, sinon du poids écrasant de la conscience trahie par l'instinct. Holmes se leva enfin, avec cette lenteur calculée qui accentuait son autorité. Ses yeux brillants, animés d'une lueur de triomphe, parcoururent un instant l'assemblée pétrifiée. « Mes amis, » dit-il d'une voix calme, ce n'était point la chandelle qu'il voulait éteindre, mais le symbole de son propre forfait. Car il savait que cette quatrième flamme, laissée intacte, l'aurait dénoncé plus sûrement qu'un témoignage ou un écrit. Un murmure parcourut que l'inévitable inspecteur Lestrade, rappelé pour l'occasion. L'atmosphère y était dense, saturée d'attente et de crainte contenue. Holmes, assis dans son fauteuil, paraissait plus maître de lui que jamais. Ses yeux brillaient d'une lueur de patience calculée, tandis que ses longs doigts battaient un rythme discret sur l'accoudoir. La nièce, dont le maintien froid et assuré ne dissimulait pas totalement la nervosité, échangeait des regards furtifs avec son frère. Sir Alastair, l'air vieilli et affaibli, observait la scène comme s'il redoutait une sentence. Quant au majordome, il demeurait en retrait, son visage impassible rappelant l'obéissance silencieuse de toute une vie de service. Holmes ouvrit la séance par une remarque cinglante qui fit frissonner l'assemblée. « Mes amis, » dit-il, « nous sommes ici non pour spéculer mais pour dévoiler une vérité dont les flammes même des chandelles ont porté témoignage. » Lestrade, impatient, leva les yeux au ciel, mais se tut. Je perçus alors combien Holmes avait sciemment choisi ce cadre familier pour frapper les esprits. Là où tant de mystères avaient été dissipés, un nouveau drame allait trouver son dénouement. Holmes se redressa légèrement, et son ton prit cette gravité professorale que je lui connaissais bien. Chaque chandelle, expliqua-t-il, n'était pas une simple flamme. Elles étaient le langage secret d'un esprit criminel qui croyait pouvoir dissimuler son dessein sous le voile de la superstition. La première chandelle annonçait le premier décès, celui que l'on crut naturel. La seconde, la mort qui suivit, marquée de circonstances plus étranges encore. La troisième, que nous avons surprise, devait signifier la prochaine victime. Quant à la quatrième, vous l'avez vue vous-même, elle fut le signal du piège que j'ai tendu. Il marqua une pause, ses yeux se promenant lentement sur chaque visage. Ce rituel macabre, reprit-il, ne relevait point d'un caprice mais d'un calcul. En éteignant l'une après l'autre les flammes de l'héritage, l'assassin espérait éliminer les héritiers et demeurer. Voilà pourquoi, inspecteur, il ne pouvait s'agir ni du hasard, ni de la maladie, mais d'un dessein prémédité. Les chandelles n'étaient pas des témoins inertes, elles étaient les complices muettes d'un meurtre savamment orchestré. Là-dessus, Holmes changea brusquement de ton et de rythme, comme pour dissiper les illusions persistantes. Le neveu joueur, poursuivit-il, semblait à tous le coupable idéal. Ses dettes, sa légèreté, ses colères même, en faisaient une proie commode pour les soupçons. Mais son imprudence n'était qu'une faiblesse, non un calcul. Il tourna son regard vers le majordome. Quant à cet homme discret, poursuivit-il, son silence servile à éveiller bien des suspicions. Pourtant, je vous l'affirme, son seul crime fut de trop craindre pour sa place et de taire ce qu'il pressentait sans pouvoir le prouver. Je ne pus m'empêcher d'admirer la clarté avec laquelle Holmes écartait ces pistes que nous avions nous-mêmes caressées. Chaque mot semblait délester l'air de son poids de fausse certitude, comme si la vérité approchait inexorablement. Holmes conclut cette partie de son discours par une formule sèche, mais frappante. Les innocents que l'on accuse trop vite ne sont que les ombres que projette la lumière de la culpabilité véritable. Je vis alors plusieurs visages se fermer, et dans les yeux de la nièce,
Une étincelle passait fugitivement, signe qu'elle pressentait la prochaine estocade. Holmes, d'un mouvement de tête presque imperceptible, tourna son attention vers la nièce. Sa voix douce et précise ne laissait aucune échappatoire. « Vous avez, mademoiselle, compris mieux que quiconque la force des symboles. Tandis que vos proches tremblaient devant ces chandelles comme devant une malédiction, vous saviez qu'elles constituaient l'outil idéal pour cacher votre dessein. » Il rappela comment elle avait subtilement orienté les soupçons, une confidence glissée à la gouvernante, une attitude faussement indignée envers le neveu, un regard appuyé vers le majordome silencieux. Chaque geste, chaque mot avait été calculé pour détourner l'attention et tisser une toile de confusion. Vous avez joué de la peur comme un violoniste de son instrument. Poursuit. Ses doigts tremblaient malgré elle, et son regard, cherchant refuge, se posa tour à tour sur son oncle, sur l'estrade, puis sur moi. « C'est absurde, balbutia-t-elle d'une voix étranglée. Vous ne pouvez rien prouver. » Mais ses protestations manquaient de force. L'agitation de ses mains, l'éclat fuyant de ses yeux, l'ombre de son souffle trop rapide, la trahissaient davantage que 1000 aveux. Holmes, impassible, se contenta d'un sourire presque ironique. « Madame, dit-il lentement, le plus sûr des aveux est celui que trahissent vos nerfs. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. La famille, pétrifiée, regardait celle qu'ils avaient crue irréprochable, chanceler sous le poids de ses propres mensonges. Pour la première fois, le masque de froide assurance se fissurait, et l'humanité, tremblante, coupable, vulnérable, apparaissait au grand jour. Holmes ne haussa pas la voix, mais son ton devint d'une fermeté telle qu'il paraissait impossible d'y résister. « La vérité, mademoiselle, finit toujours par briser le plus solide des masques. Dites-la, ou laissez-la parler à travers chaque chandelle que vous avez allumée. » Je vis alors les lèvres de la jeune femme s'ouvrir malgré elle, comme si ses propres forces cédaient devant l'autorité glaciale de Holmes. « Oui, » murmura-t-elle enfin, « j'ai allumé ces chandelles. Elles représentaient notre sang, notre héritage. C'était un rituel ancien que j'ai détourné. Chaque flamme devait annoncer la fin d'un obstacle, jusqu'à ce que je sois la seule héritière. » Sa voix se brisa, puis reprit dans un souffle. « Je ne voulais pas laisser ma vie dépendre des caprices des autres. J'ai pris ce que je jugeais être mon droit. » Un frisson parcourut l'assemblée. Holmes, sans manifester la moindre émotion, acquiesça simplement. Ainsi donc, la superstition n'était qu'un voile. Derrière elle, il n'y avait que la froide arithmétique de l'ambition. Je remarquai que ses yeux, brillant d'une sombre satisfaction, ne quittaient pas ceux de la criminelle, comme pour graver dans... La nièce ambitieuse n'osa croiser les regards de ses proches. Le neveu, malgré sa légèreté habituelle, paraissait sincèrement bouleversé. Quant aux serviteurs, leur silence respectueux cachait mal l'horreur qu'ils ressentaient. Ce fut un moment d'une intensité terrible, où chacun prenait la mesure de la fragilité des liens de sang face à l'avidité. Holmes se leva enfin, et sa voix, grave et tranchante, retentit comme une conclusion solennelle. Ainsi s'éteint l'illusion. La superstition n'était qu'un voile commode, destiné à masquer une ambition meurtrière. Que cela nous rappelle, mes amis, que les ténèbres ne résident pas dans les flammes vacillantes des chandelles, mais dans les cœurs qui s'en servent pour dissimuler leurs desseins. Il se tut. Le silence qui suivit était celui d'une vérité nue, implacable, qui ne laissait plus place ni au doute, ni à l'oubli. Lorsque nous regagnâmes enfin le 221B Baker Street, après les journées tumultueuses passées chez les Mortimer, je ressentis une étrange impression de quiétude. La ville, avec ses fiacres et ses réverbères, reprenait son souffle, indifférente au drame que nous venions de traverser. Le tapis familier, les livres de médecine que j'avais abandonnés sur la table, la pipe de Holmes posée nonchalamment sur la cheminée. Tout respirait un ordre rassurant, comme si notre demeure se dressait à l'abri des tempêtes morales qui secouaient le monde. Holmes, toujours d'une réserve impénétrable, retira son manteau et s'installa aussitôt dans son fauteuil, sans un mot. Je devinais pourtant, à l'étincelle de ses yeux et au léger pli de ses lèvres, que son esprit demeurait encore sur les lieux du crime, méditant sur les chandelles fatidiques. Quant à moi, je goûtais cette paix retrouvée, conscient que seuls ces instants d'accalmie nous permettaient de supporter la gravité des affaires auxquelles mon ami se confrontait sans relâche. En observant Holmes,
Je ne pus m'empêcher de songer au contraste saisissant qui séparait son esprit clairvoyant de la peur superstitieuse qui avait saisi la de fantômes que nous créons pour justifier l'inexplicable. La nuit s'installait sur Baker Street, et notre salon s'enveloppa bientôt d'une pénombre douce, seulement troublée par le crépitement du feu. Holmes demeurait immobile, le regard perdu dans la fumée bleutée qui montait de sa pipe, tandis que je m'abandonnais au repos après tant d'émotions. Aucun mot ne fut échangé durant de longues minutes. Ce silence, loin d'être pesant, avait quelque chose de méditatif, comme si nous partagions ensemble la gravité des vérités découvertes. Je savais que Holmes goûtait peu aux effusions et aux bavardages inutiles. Son esprit, infatigable, demeurait tendu vers l'essentiel. Pourtant, je ressentais en sa compagnie une étrange forme de sérénité. Le privilège de voir de près la mécanique d'un génie et d'apprendre à travers ses déductions des leçons qu'aucun manuel médical n'aurait su m'enseigner. Ainsi s'écoulait cette soirée, dans la paix retrouvée de Baker Street, mais sous le poids silencieux de révélations qui dépassaient, une fois encore, l'ordre des faits pour toucher au mystère profond de l'âme humaine. Soudain, Holmes rompit le silence de sa voix claire et légèrement teintée d'ironie. « Voyez-vous, mon cher Watson, il est singulier de constater combien les hommes aiment se réfugier derrière la superstition. Elle leur offre un abri commode, celui d'expliquer par le destin ou par le sort ce que leurs propres mains ont forgé. » Je hochai la tête, songeant aux regards effarés des Mortimer devant les chandelles, comme si ces flammes vacillantes détenaient une force mystérieuse en elles-mêmes. Holmes poursuivit, son ton se faisant grave. Mais il ne s'agit jamais que d'un voile. Derrière chaque croyance, il faut chercher l'intérêt, la passion, l'ambition. L'homme est prompt à inventer des spectres quand il souhaite cacher ses véritables desseins. Il se pencha alors légèrement vers moi, et ses yeux brillaient d'une intensité rare. Ne l'oubliez jamais, Watson. La superstition et la... Ces paroles, prononcées dans la quiétude du soir, résonnèrent en moi comme une maxime intemporelle, que je savais devoir consigner aussitôt pour ne point en perdre la force. Holmes tira une dernière bouffée de sa pipe, puis, d'un ton presque solennel, prononça ces mots qui devaient clore l'affaire dans mon esprit. La flamme d'une chandelle s'éteint, Watson, mais la vérité éclaire toujours l'ombre. Je restais saisi par la justesse de cette image. Toute l'affaire des Mortimer, avec ses meurtres dissimulés derrière un simulacre de rituel, semblait résumée dans cette sentence. Oui, la lumière fragile des chandelles s'était éteinte dans le vent des illusions, mais la clarté implacable de la raison avait dissipé les ténèbres. Je pris aussitôt mon carnet pour noter cette phrase, avec la conviction qu'elle traverserait le temps comme l'un des enseignements les plus saisissants de mon illustre compagnon. Lorsque je refermai mes notes, un sentiment d'étrange mélancolie me saisit. J'avais vu, une fois encore, combien la vie humaine tenait à un fil, fragile et prompte à se rompre sous le poids de passions mal contenues. Pourtant, au cœur de cette fragilité, se dessinait une vérité plus vaste. Le mystère demeure, éternel, et il accompagne l'homme comme son ombre fidèle. Holmes, dans son génie, savait percer l'énigme d'un crime, mais il n'abolissait jamais l'énigme de l'existence elle-même. Et c'est peut-être là, songeai-je, la raison pour laquelle je n'avais jamais cessé de consigner nos aventures. Pour témoigner que derrière chaque énigme résolue, il reste toujours un voile que nul ne soulève. Il me reste en mémoire le tremblement d'une flamme, vacillante mais tenace, qui éclaire plus qu'elle ne consume. Car au-delà des preuves, des aveux et des raisonnements implacables, demeure toujours ce parfum d'ombre, cette part d'humanité qui échappe aux certitudes de la logique. Holmes, lui, referme le dossier avec la froideur d'un esprit satisfait. Mais je sais que, dans le silence de la nuit, certaines vérités continuent de brûler en secret. Et vous,